Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Let's Talk About SEO. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un des piliers du référencement naturel, puisqu'il est juste indispensable pour améliorer sa visibilité et sa réputation sur les moteurs de recherche. Je parle bien sûr du netlinking. Pour parler d'un vaste sujet, du coup, avec moi, je reçois Marc Turkesten, membre fondateur de la plateforme de netlinking Develink, et Nicolas Dunia, expert SEO chez Develink également. Comment ça va, messieurs? Bonjour Quentin, ça va très très bien, merci. On est ravis de rejoindre cette entrevue. On va très bien, l'équipe se porte bien. On a une année où on a intégré des nouvelles ressources humaines comme Nicolas qui est arrivé en début de 2021. Donc c'est une année qui nous permet de nous consacrer encore une fois à notre marketplace, cette plateforme dont tu as parlé, et surtout au support, à l'accompagnement de nos clients dans leur campagne. Donc, à travers notamment des outils d'aide à la décision, des outils de suivi, d'analyse des performances. Donc, ça va apporter pas mal de nouveautés, encore une fois, très rapidement. Enfin, dès à présent, il y a des choses qui sont prêtes. Ouais, de belles perspectives. Moi, je suis très content de vous recevoir car on va vraiment aborder un sujet qui peut apparaître simple, mais qui ne l'est pas du tout dans le monde du SEO, à travers des questions concrètes que se posent certains de vos clients, comme chez nous d'ailleurs, chez Cocolize. Donc, on va vraiment avoir du concret aujourd'hui, comme je le disais. Ça risque de régler certains problèmes pour un grand nombre de personnes. Donc, on va commencer tout de suite avec une première question, un premier exemple, Marc et Nicolas. Donc, je n'ai jamais entendu parler de netlinking, admettons. Est-ce une bonne pratique? Comment savoir si les liens proposés sont fiables et comment savoir s'ils pourront booster mon SEO? OK, il y a plusieurs questions déjà. Donc, Oui. reprenons en introduction, ce qu'on définit par netlinking, ça consiste à agir activement pour développer des liens vers les pages d'un site. Donc, ça fait partie des fondamentaux, des actions fondamentales en SEO pour bien classer un site dans les premières pages de Google sur les mots-clés stratégiques, de toute évidence. C'est aussi une activité sensible. Donc, il y a régulièrement des mises à jour de Google. Et Google, ce qu'il souhaite, c'est préserver son algorithme et essayer de chasser toutes les actions qui tentent à le manipuler et donc qu'on va qualifier d'abusives. Donc, pour ces différentes raisons, c'est aussi devenu une expertise à part entière dans le SEO. Et, et donc, on va essayer de s'adresser à des spécialistes de préférence. Donc, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Peut-être une première chose, quand on veut débuter, c'est de s'équiper avec un outil de scoring de manière à essayer de qualifier à l'avance l'impact qu'on peut attendre d'un site qui va faire un lien vers vous. Donc, il y a des métriques qui sont éprouvées, approuvées par les SEO. Il y a des outils qui sont plutôt très évolués, mais payants la plupart du temps. Nous, on a quand même proposé un outil gratuit simplifié qui permet qui est au cœur de notre catalogue d'ailleurs, qui permet de remonter justement ces métriques clés. Et on peut le tester. Alors, il y a une version accessible à tous, même ceux qui ne sont pas inscrits sur notre marketplace. Il y a develscore.com qui permet de tester ça. Donc, ça peut permettre de découvrir un petit peu les facettes du profil d'un éditeur. Mhm. Voilà. Ça, c'est la première démarche, on va dire, en amont. Ensuite, il y a évidemment la mise en place du lien. Donc, ça, c'est notre activité au quotidien, mais il faut savoir que la plupart du temps, c'est dans un nouvel article. Donc, il y a des critères éditoriaux à respecter. Et puis, par exemple, la longueur du texte ou le contexte autour du lien, ce qu'on appelle en SEO aussi la sémantique. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va donner aussi de la pertinence, plus d'impact, etc. Puis, il y a des critères techniques. Donc, il ne faut pas fuir devant la technique quand on fait du netlinking. C'est tout aussi technique que ce que peut être l'optimisation d'un site, finalement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte, comme éviter notamment des solutions de tracking de liens. Ça peut être un réflexe quand on fait un lien de voir tout de suite le traquer. Et là, ça peut être contre-productif en netlinking. Éviter évidemment que le lien soit en nofollow. Ça, c'est, on va dire, un basique, mais tous les éditeurs n'ont pas encore intégré dans leur offre ce type de lien. Et en fait, il y a aussi un suivi en aval. Ça, c'est important. Une fois que le lien est en place, il faut vérifier son intégrité dans le temps, Voilà. puisque
un lien qui disparaît, c'est un lien qui ne contribue beaucoup moins, on va dire, dans le plan. Donc, il y a aussi à nouveau des outils qui sont intéressants à prendre en compte pour vérifier de manière automatique que le lien soit présent. On ne va pas vérifier ça manuellement tous les jours, hein, ça n'a pas de sens. Et du coup, là, il faut choisir un outil qui fait le job à sa place. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire aussi le fait que le lien soit indexé, finalement, parce que publier un lien, c'est une chose, mais qu'il soit pris en compte par Google, c'en est une Tout à autre. fait. Donc ça, c'est encore une fois quelque chose qu'il faut mesurer régulièrement. Et enfin, encore un peu plus loin, c'est l'impact, finalement, puisque l'objectif, c'est quand même d'influencer sur le résultat et donc de s'assurer que l'investissement qu'on a eu sur cette opération apporte les résultats sur les objectifs qu'on s'est fixés. Voilà, ça fait déjà une réponse un peu longue. Peut-être même que Nicolas a envie de la compléter. Oui, je compléterai très rapidement en disant que le netlinking est une bonne pratique et nous nous assurons que les effets du netlinking soient visibles. Et pour cela, on met en place les outils DevLink, dont Marc a parlé, qui vont nous permettre de mesurer l'impact du lien. Et ces outils, ils sont notamment connectés à Google Data Studio, que peut-être certains d'entre vous connaîtront sûrement. Et ça va nous permettre de mettre en place des tableaux de bord qui vont mesurer cet impact. Cet impact, on va déjà le mesurer sur les pages qui sont ciblées dans l'action de netlinking. On va se concentrer sur les performances de cette page en identifiant plusieurs critères, notamment le volume de mots-clés référencés, l'évolution du volume référencé sur les pages, mais aussi l'évolution de la position des mots-clés ciblés et bien sûr l'évolution du trafic de la page. D'accord, très bien. Donc, admettons, messieurs, hein, je viens de refondre, par exemple, mon site e-commerce spécialisé dans la mode. Je n'ai pas encore de blog. Quel est le bon moment, du coup, pour me lancer hein, dans le netlinking? Alors, pour un site e-commerce, en effet, qui contiendrait uniquement un catalogue produit, des actions de netlinking peuvent être plus complexes. Parce que finalement, on va demander de poser un lien vers une page, une fiche produit, une catégorie, et donc ça revêt un caractère plutôt promotionnel. Ce que les éditeurs vont plutôt accepter à faire, c'est des liens naturels, donc des liens qui envoient vers une information utile. Du coup, si on investit sur une partie éditoriale du site, si on met en place un guide, ça peut être des conseils sur la mode, un guide de taille, ou alors d'autres informations, enfin, des informations utiles et plutôt non commerciales. Dans ce cas-là, effectivement, on va créer des pages qui vont avoir plus d'attractivité pour les éditeurs et on peut espérer avoir beaucoup plus d'efficacité dans la démarche hein, de prospection et de mise en place de ce lien. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne démarche pour aller chercher des liens de très bonne qualité. Dès l'instant où un site est en ligne, en fait, il est susceptible de recevoir des liens naturellement et il va naturellement recevoir des liens. Toutefois, nous, ce que l'on préconise, c'est qu'avant d'engager des campagnes de netlinking, c'est quand même préférable d'avoir une optimisation qui respecte, disons, les standards SEO. Et ça va permettre de donner plus d'effets positifs aux liens, aux backlinks. Pour obtenir des backlinks, les sites marchands peuvent exploiter leurs produits, leurs services dans leur contenu. Donc, l'idée, c'est autour de pages plutôt éditoriales, comme des guides, comme des articles de blog, voire même dans les fiches articles, d'aller rajouter des éléments textuels, informatifs, qui vont permettre d'enrichir sémantiquement les pages, mais qui vont aussi permettre d'attirer plus facilement des backlinks. Google l'a d'ailleurs affirmé récemment dans une interview en mai dernier donnée par John Mueller, où il affirme que les sites marchands sont tout à fait susceptibles de recevoir des backlinks. Il confirme que c'est peut-être moins évident pour eux d'en recevoir, disons moins naturel pour eux d'en recevoir. Toutefois, encore une fois, ils sont légitimes à recevoir des backlinks. Tout à fait. Justement, d'ailleurs, tu parlais de l'optimisation globale qui doit être faite avant une stratégie de netlinking, Nicolas. Donc, par exemple, si mon site est optimisé du coup au niveau technique, que mes contenus sont bien travaillés, donc les fondamentaux du SEO, et que j'ai réussi à avoir quelques backlinks via des forums et des annuaires, mais cela ne profite pourtant pas à mon SEO. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour régler ça?
Alors, je vais répondre pour la partie annuaire, hein, puisque annuaire et forum, ça peut être un premier bon réflexe, mais attention. Ouais. Les annuaires sont ou ont été trop souvent utilisés par les SEO pour faire des liens. Et maintenant, Google s'y désintéresse complètement. Donc, la plupart du temps, ils sont inefficaces. Il y a pourtant encore des annuaires qui peuvent prêter attention, notamment des annuaires spécialisés. Donc là, il en demeure qui restent pertinents. Ça peut être des annuaires locaux, ça peut être des annuaires thématiques. Mais la portée en netlinking en SEO, elle est relativement faible, voire quasiment nulle. Voilà, ça c'est malheureusement c'est comme ça que ça a évolué suite à des abus successifs de SEO. Je laisse Nicolas poursuivre pour les forums. Alors, en effet, les forums sont aussi des sites qui sont fréquemment utilisés pour poser des backlinks. Cependant, toutefois, ils ont évolué aussi dans le temps, un peu comme les annuaires. Alors, ils en restent peut-être plus que les annuaires. Toutefois, ils ont évolué dans un sens où les caractéristiques techniques des liens qui sont posés dans les forums ne sont plus compatibles avec le SEO. En fait, ils ne transmettent plus de popularité, ils ne transmettent plus de jus, notamment portés par Google. On leur a demandé de mettre des attributs dans les liens HTML qui vont renvoyer à partir de leur forum, notamment l'attribut UGC, et bien sûr, pour ceux qui les appliquent. Et cet attribut-là va assez naturellement couper le jus en fait, que le forum peut aller donner. Toutefois, un lien provenant d'un forum peut être tout à fait pertinent si le forum est visité et si la page en question où le lien est présent est susceptible d'être visité. Le lien dans un forum peut-être ne va pas transmettre de jus SEO, mais peut transmettre du trafic et des visiteurs qualifiés. La technique, elle va consister à aller identifier les forums qui sont identifiés qui sont positionnés sur les requêtes que vous ciblez. Et ça pourra potentiellement vous permettre de recevoir des visites à partir des backlinks. Et c'est là finalement tout l'objectif du netlinking. C'est d'obtenir du jus, mais c'est aussi d'obtenir des liens qui vont transmettre des visiteurs. Alors, plutôt que de cibler des annuaires ou des forums lorsque vous démarrez une campagne de netlinking, vous pouvez cibler des sites finalement qui ont des vraies audiences et qui ont des vrais visiteurs susceptibles de drainer du trafic vers votre site. Alors là, on va toucher un petit peu à ce qui fait mal, hein, messieurs, on va dire le portefeuille. Hein. Donc, si par exemple, je suis SEO manager, on est en train de faire des demandes de budget pour la fin d'année, mais je crains qu'on n'ait pas assez de moyens hein, pour la partie netlinking. Du coup, quel est le prix minimum pour l'achat d'un lien? Ok, ça c'est une question, on va essayer d'apporter une réponse très concrète, donc on va donner des prix, mais je voulais juste commencer par préciser qu'est-ce qui fait le prix d'un lien. Il y a plusieurs facteurs. Il y a la puissance du site. Hein. On a vu, j'en ai parlé au tout début, il y a des metrics, il y a des outils qui permettent d'évaluer la puissance du site. Et donc, évidemment, il y a une échelle, il y a un standard. Et plus on va s'approcher des hauts niveaux, plus on peut prétendre à vendre plus cher un lien. Donc ça, c'est un premier, on va dire, c'est une première série de métriques qui fixe le marché, le cours du lien, on va dire. Après, il n'y a pas que ça, puisque il y a différentes façons d'intégrer un lien. Donc l'intégration technique conforme du lien est très importante, évidemment, puisque il faut que le lien soit do follow, hein, il faut qu'il apporte ce jus qu'on attend. Il faut aussi pour ça qu'il soit pris en compte facilement par Google, donc qu'il soit bien maillé et qu'on le retrouve rapidement aussi dans l'index de Google. Donc là, on rentre sur des critères plus techniques où, encore une fois, il faut s'outiller pour être sûr que sur une campagne où on va multiplier les liens, on puisse, on va dire, être complètement serein sur ces critères-là. Voilà. Après, il y a d'autres... voilà, il y a du coup un marché. Nous, on considère qu'un lien se fait aussi dans un nouvel article, la plupart du temps. Donc, il y a des conditions éditoriales qui vont, en fonction des attentes qu'on a côté éditeur ou côté annonceur sur on va dire, la pertinence, encore une fois, du contenu, utiliser des ressources plus ou moins expertes. Donc, le prix va démarrer, on va dire, à 50 € pour faire court. On peut probablement en trouver moins cher, mais un nouvel article,
avec un site qui a quand même déjà quelques métriques à valoriser, et un article de qualité moyenne, on va considérer qualité moyenne, on va être sur ces prix-là. Après, sur un site thématisé qui a une audience beaucoup plus réjouissante, on va dire, on peut être sur une fourchette entre 100, 300, 400 euros. Donc, c'est bon à savoir aussi côté éditeur que c'est quand même une source de monétisation de publier un article. Et puis après, il y a aussi une catégorie de sites que nous, on classe dans la catégorie médias, souvent issus de la presse. Et là, les prix vont dépasser les 500 euros, voire plutôt une moyenne à 1 000 euros jusqu'à 3 000 euros. Voilà. Au-delà de 3 000 euros, on considère qu'on a des attentes qui vont bien au-delà du netlinking. Et donc, pour justifier un prix de plusieurs milliers d'euros, il faut qu'effectivement, il y ait un objectif bien précis derrière et pas uniquement un lien qui doit apporter une transmission de popularité SEO. En plus, en sachant que sur ces médias, il y a un turnover quand même important des publications. Donc, du coup, les articles, les liens qui sont mis sur ces médias, en général, ont une durée de vie assez courte et donc transmettent du jus de façon assez courte. Oui, et on prête attention également à ces notions-là, plus qualitatives. Donc, en plus de ces critères quantitatifs, le trust flow, le nombre de mots-clés, le domain authority, on va aussi faire attention à tous ces critères qualitatifs et notamment la profondeur des liens, la durée de vie des liens, la présence des articles en page d'accueil, la présence des articles dans le maillage du site. Et en fait, c'est tout ce qui va être lié à l'intégration du lien. Et cela, on peut le suivre, encore une fois, avec les outils internes DevLink, notamment un outil de ping qui va nous contrôler l'insertion du lien et la façon dont il va être intégré dans le contenu existant. Ouais, donc ça, c'est important quand même de préciser parce qu'il y a peu de monde qui est au courant de ce genre de choses. Je poursuis dans mon rôle de SEO manager parce que j'aime bien ça. Donc, suite au succès de notre dernière campagne de netlinking, nous souhaitons continuer l'achat de liens pour l'année de 2022. Néanmoins, est-ce qu'il est pertinent du coup de dépenser 3 000 euros pour l'achat d'un lien sur un grand média? Et on vient un peu de l'évoquer, mais on va creuser un petit peu. Voilà, donc encore une fois, ce n'est pas systématique. On va dire que c'est du cas par cas. Donc, le premier réflexe, c'est tenir compte du profil de lien du site. Ce sont encore une fois, c'est ces mêmes outils qui peuvent nous aider, à décrypter un peu le profil de lien d'un site. Et bon, si en effet, on considère qu'il y a un défaut de gros liens dans le profil, ça peut être une bonne idée d'envisager 2, 3 médias dans les semaines qui viennent pour venir compléter le profil de lien avec vraiment de la puissance. C'est la puissance qu'on va chercher sur ces gros liens-là. Donc, il faut que… voilà, peut-être qu'en effet, là, pour le coup, 3 000 euros sur un seul média, c'est peut-être pas toujours raisonnable en première instance, mais 3 000 euros sur 3 médias, répartis sur 3 médias, ça peut être une bonne stratégie. Et donc, oui, nous, on intègre évidemment les médias. Dans certaines conditions, on les intègre dans des plans d'action de netlinking. D'autant plus qu'on peut trouver aussi, bien sûr, des médias à moins de 1 000 euros sur l'apps DevLink. De façon générale, on conseille de privilégier la qualité à la quantité des liens qui vont être choisis. En plus de la puissance SEO qu'un lien peut générer, notamment provenant d'un site média, les sites médias vont avoir l'avantage de pouvoir drainer, encore une fois, beaucoup de visibilité et du trafic. Et d'ailleurs, on observe souvent que nos clients qui choisissent des sites médias, qui reçoivent des backlinks de ces sites-là, voient généralement des pics de trafic après l'insertion du lien. Et si j'ai un site, messieurs, qui existe depuis 5 ans et que je souhaite me lancer dans le netlinking, est-ce que je dois prévoir un budget pour une campagne du coup one-shot ou prévoir un budget sur l'année, un budget annuel? Alors ça, tu l'as précisé aussi. C'est vrai que si le site existe et qu'il est prêt, qu'il a été optimisé, dans ce cas-là, on va pouvoir mesurer l'effet d'une campagne de netlinking sur une durée qui est relativement courte. Un trimestre, pour résumer. Donc, il n'y a pas de fatalité à s'engager tout de suite sur un an. Il peut y avoir des phases préparatoires conseillées
avant de lancer la campagne de netlinking, mais on doit pouvoir mesurer des résultats sur une période de 10, 12 semaines avec le bon mix de liens. Donc ça, nous, c'est comme ça souvent qu'on engage une première campagne. C'est sur un test bien dimensionné, certes, mais sur une durée relativement courte, dans l'échelle du SEO. Par la suite, l'important, ça sera d'aller conserver un rythme qui est régulier dans l'acquisition de liens. Ça vous permettra déjà d'avoir un profil naturel, ça vous permettra de continuer d'envoyer du jus à votre site. Et l'avantage, c'est qu'avec nos offres sur DevLink, vous n'avez pas d'engagement et c'est complètement à la carte. On est par ailleurs à vos côtés pour accompagner nos clients dans le choix des bons sites et dans l'insertion des liens. Ensuite, on a à nouveau ces outils de reporting qui vont vous permettre de valider assez rapidement les effets du netlinking. Et ça, c'est très utile. Oui, bien sûr, pouvoir mesurer les effets. Et ça, c'est un gros problème souvent dans beaucoup de domaines du SEO, pas que dans le netlinking. Et si j'ai un site spécialisé dans le jardinage et l'aménagement extérieur, admettons, est-ce que je dois uniquement acheter des liens sur des sites qui traitent de la même thématique que la mienne, ou est-ce que je peux aller un peu ailleurs? Alors, effectivement, la thématique du site qui sera choisi est très importante. La thématique en netlinking est très importante. Lorsque les sites ont plutôt des métriques basses, il est plus prudent d'aller sélectionner des sites qui sont en phase ou qui ont la même activité que son propre site. C'est moins vrai pour les gros sites ou les grands médias. La puissance, en fait, est telle que le jus prend le dessus. La puissance de ces sites-là prend le dessus, finalement, et l'article en lui-même posé sur ce grand site, en fait, suffira pour apporter tout le contexte et toute la sémantique. Vous pouvez, par ailleurs, vous permettre d'élargir un petit peu la thématique, tout en restant dans une thématique un peu élargie. Ça permet de se différencier de la concurrence. Dans l'exemple précis, pour un site de jardinage, ça peut être d'aller sélectionner des sites qui sont dans des thématiques assez proches, comme la déco, la maison ou le bricolage, par exemple. Donc, parce que ça, c'est une question qui revient également, on parle de thématique de page ou thématique du site plutôt, pour la pertinence? Oui. Alors, lorsqu'on parle de sites puissants, la pertinence va surtout venir de la page. D'accord. Et la page qui va être intégrée, bien sûr, sur un domaine qui est puissant. Mais on parle de thématique de la page. Je rajouterais une précision parce que c'est vrai qu'il y a la thématique, on va dire, déclarée par l'éditeur. Et finalement, la thématique, c'est quelque chose de toujours difficile, c'est toujours arbitraire de définir des univers, des thématiques, etc., des catégories. Mais nous, ce qu'on a intégré depuis un certain temps aussi dans le catalogue d'Evenink, c'est le contrôle finalement des top mots-clés de l'éditeur. Et donc, dans chaque proposition sur le catalogue, on peut consulter les top 100 mots-clés de l'éditeur. Et ça, c'est un garde-fou qui permet de vérifier effectivement s'il est légitime sur la thématique qu'il prétend et si ça correspond en effet bien à l'audience que l'on cible. Donc ça, c'est un contrôle qui se fait finalement par la grappe de mots-clés sur laquelle l'éditeur se positionne. Et là, en général, on a un indicateur supplémentaire. Alors certes, on peut faire cette analyse soi-même, encore une fois, mais là, c'est une question de gain de temps et puis aussi de délivrer tout de suite les bons indicateurs de prise de décision. Alors, je vais changer un petit peu mon costume. Cette fois-ci, je vais me transformer en gestionnaire d'un site d'assurance voiture. On fait du SEO et du SEA depuis plusieurs années avec ce site. Du coup, comment isoler le ROI, le retour sur investissement des campagnes de netlinking et est-ce que l'on peut vraiment mesurer l'impact d'un lien acheté? On en a déjà un peu parlé, mais quand même, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin dans les détails, s'il vous plaît. Oui, on est ravis de pouvoir développer ce sujet-là. On en a parlé un peu plus tôt. Tu as aussi effectivement évoqué la difficulté qu'on peut avoir à mesurer les performances SEO parfois. Ça n'a jamais été chose facile de mesurer, en tout cas de vouloir intégrer des logiques de retour sur investissement dans le SEO parce que en général, on mesure de manière, on mesure des tendances générales et donc on mesure un peu au global. Et quand on décortique un peu, on sait qu'il y a quand même des comportements de recherche très divers dans le trafic SEO. Donc, ramener
une performance de conversion ou de vente, puisque c'est ça, hein, le retour sur investissement, c'est savoir comment se porte le business suite à l'investissement que j'ai fait en SEO ou en netlinking. Ça, c'est un sujet qui est souvent qui est un peu écarté et qui finalement un peu au dépend du SEO par rapport aux autres leviers, notamment comme le SEA, qui lui a tous les outils nécessaires pour vraiment piloter un algorithme. Bon, ceci dit, nous, c'est un sujet qui nous intéresse depuis pas mal de temps. Et on travaille depuis plus d'1 an avec une partie de l'équipe qui est dédiée à des sujets R&D sur une méthode qui permet d'apporter une vision beaucoup plus héroïste du netlinking précisément, et donc aussi du SEO. Finalement, ça profite aussi au SEO. Donc la méthode, je peux en dire 2 mots, hein, puisque c'est en fait l'idée d'aller regrouper un certain nombre de data et de raisonner en fait sur ce que nous on sait suivre, c'est-à-dire ce sont les pages que l'on cible. Donc on a considéré que si on regroupe les performances des pages que l'on cible en netlinking, on peut créer un segment spécifique et isoler ce segment du reste de l'activité du site pour mesurer spécifiquement les métriques qui sont liées par exemple à la Search Console, donc qui sont vraiment pour nous les métriques les plus intéressantes quand on mesure les performances d'un site annonceur, l'évolution des impressions, l'évolution des clics, l'évolution des mots-clés, l'évolution des positions. Ça, c'est intéressant. Et puis, si on veut, la Search Console s'arrête là, elle ne donne pas d'indicateur de conversion, mais eux, on peut les avoir dans Google Analytics. Donc, on a la possibilité aussi d'interroger cette donnée-là. Ce qui manquait, c'était de pouvoir créer rapidement ce segment de page. Et donc, nous, on a créé un connecteur Data Studio qui permet de transmettre l'activité de la campagne netlinking dans un tableau de bord. Et là, pour le coup, c'est un Google Data Studio qui fait le lien entre notre activité de campagne, les performances Search Console, les performances Google Analytics. Et là, on retrouve finalement des tableaux de bord qui amènent cette vision de la performance, en particulier des campagnes de netlinking. Donc, il y a des solutions, mais ça demande pas mal d'efforts parce que Google ne nous facilite pas la tâche pour le SEO. Et je peux laisser Nicolas développer un petit peu, puisqu'il est aussi en charge de ce projet-là. On découvre finalement des très, très bonnes surprises sur ce type de rapport. Effectivement, l'avantage de ces rapports, c'est qu'on peut combiner plusieurs sources de data qui proviennent des comptes Google Search Console, Google Analytics, de nos campagnes de Blink, bien sûr. Et ça nous permet d'aller identifier ce que l'on disait tout à l'heure, d'aller identifier l'impact des liens. Et en fait, on peut mesurer assez rapidement, et on a observé d'ailleurs que les impacts étaient obtenus assez rapidement. Donc, ce que l'on va mesurer, c'est notamment le comportement de nos segments, et le comportement des pages qui vont être ciblées, et ça, on va les isoler pour pouvoir bien capter l'impact direct du backlinks vers la page ciblée. Et ça nous permet d'avoir comme ça un regard à travers différents graphiques dans ce tableau de bord, dans des courbes, dans des tableaux, et on voit que les volumes de mots-clés, les volumes d'impressions ou les volumes de clics bougent assez rapidement après l'insertion de liens. Donc ça, c'est très intéressant et aussi très important en SEO forcément, parce que comme l'a dit Marc au départ, ce n'est pas toujours évident d'aller isoler les performances du SEO, mais avec ces outils, on a un visuel très simple et on comprend très rapidement la rentabilité d'une action de netlinking. Mais du coup, si je privilégie par exemple des campagnes AdWords, du Google Ads pour le référencement de mon site, mais que je veux diminuer ce budget en SEA en vue de développer du coup du netlinking plus naturel, est-ce que c'est judicieux déjà? Et puis comment faire? Alors, en effet, bon, pour résumer, le SEO, ce qui oppose un peu le SEO et le SEA, c'est qu'il y en a un qui réagit avec un effet direct, c'est le SEA. Le SEO a un effet plus pérenne. Ils sont complémentaires, certes, mais une campagne AdWords, aujourd'hui, il n'est pas raisonnable de la piloter sans logique héroïste. Donc, c'est un levier formidable pour aller chercher des conversions ou des ventes. L'effet est quasiment immédiat et puis c'est une source aussi d'informations qui vont permettre de renforcer la stratégie aussi SEO, puisque à un moment donné, on est sur il y a quand même des facteurs communs, il y a des points communs qui sont
le ciblage mots-clés, l'efficacité des pages d'atterrissage, donc pour ne citer que ces deux-là. Le SEO, il n'a pas l'immédiateté de la campagne SEA, mais lorsqu'il est bien travaillé, il a les effets pérennes. Et dans ce cas-là, les coûts d'acquisition aussi peuvent être très intéressants. Et c'est vers ça qu'il faut essayer de tendre. Donc, nous, on considère que sur un budget d'acquisition, investir 10% sur des actions SEO et netlinking, c'est tout à fait raisonnable. Puisque on observe souvent qu'on rentabilise cet investissement dès la première année. Donc, je pense que Nicolas il peut le compléter. Évidemment, il ne s'agit pas de dépouiller la campagne SEA. Je te laisse. Bien sûr. Voilà, c'est très important de bien arbitrer vos budgets d'acquisition, et notamment ces deux budgets importants dans le mix qui sont le SEO, le SIA. Mais avant toute prise de décision, c'est important de pouvoir mesurer la rentabilité et l'impact de ces levées-là. Donc, ne prenez pas de décision avant d'avoir calculé ce que vous rapporte le SIA, ce que peut vous rapporter le SEO. Les deux leviers sont très complémentaires et d'ailleurs peuvent se servir mutuellement. Le SIA va être très utile pour le SEO parce qu'il va donner des idées de mots-clés, tous ces termes de recherche. Il peut aussi aller donner des idées de landing page auxquelles on pourra… Le SEO, à l'inverse, peut aussi donner des indices intéressants pour le SIA. Il peut même aussi, dans certains cas, servir à les cibler, à offrir de meilleurs ciblages sur les campagnes SIA. Je pense aux campagnes SIA qui sont plutôt automatiques. Dans tous les cas, c'est important d'adopter le même comportement dans votre prise de décision budgétaire en SIA et en SEO. Dans les deux cas, c'est important d'avoir cette vision héroïste qui vont vous permettre de bien identifier quels sont les leviers qui fonctionnent le mieux et lesquels vous allez activer ou augmenter. Par ailleurs, si vous voulez mesurer à partir des mêmes indicateurs, ça va vous permettre de mieux arbitrer en fait, votre mix acquisition. Et encore une fois, grâce à ce reporting Data Studio que l'on met en place chez Deblink, vous allez pouvoir avoir une mesure assez précise du ROI apporté par le netlinking. Je conclurai aussi avec une dernière chose, c'est que l'idée, c'est de faire un rapport qui est sur une technologie ouverte et non propriétaire. Donc, c'est l'objet de Data Studio. Donc, une équipe web marketing peut intégrer notre connecteur dans son propre dashboard. Et à terme, on pense que c'est aussi quelque chose qui va apparaître sur des outils comme Cocolize. C'est-à-dire que remonter cette activité de campagne de manière à, quel que soit le choix de la technologie de reporting ou d'analyse, on puisse intégrer cette couche de données supplémentaire. Eh bien, Marc et Nicolas, ça a été très complet. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je pense que vous avez retiré pas mal d'épines du pied à un bon nombre de personnes qui s'interrogent sur comment effectuer une campagne de netlinking et surtout, comme on vient de le dire, comment mesurer leur impact. J'ai une petite dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup à l'équipe Develink pour la suite? C'est gentil de vouloir nous souhaiter quelque chose. Ma foi, c'est de la réussite dans les projets qu'on a entamés fraîchement cette année. Donc, il y a notamment des campagnes à l'international sur lesquelles nous a lancé des défis. Du coup, ce qui nous a permis de compléter notre catalogue avec une nouvelle qualité d'éditeur. Donc, de la réussite sur cette partie-là, et puis de la réussite évidemment sur les outils, puisqu'on en a beaucoup parlé. Voilà, je te remercie, Quentin. Moi, je vous remercie donc beaucoup d'être venu. Et quant à nous, chers internautes, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Let's Talk About SEO. Ciao la communauté.